Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu remonté la pente et que j'ai décidé de me dire ne te victimise pas et essaie de te donner les moyens. De toute façon, qu'est-ce que tu diras à ton grand frère si tu fais n'importe quoi? Il a réussi en vivant la même chose que moi, donc j'ai aucune excuse, mais vois ton échec comme aussi ton parcours à toi. Ta manière à toi de réussir. Si toi t'as besoin d'échouer plus que les autres, bah échoue plus que les autres, mais tant que t'es aligné avec tes valeurs et avec tes objectifs. Dès que j'ai débloqué ça, de me dire qu'est-ce que toi tu peux apporter à l'école, est-ce qu'ils ont envie d'avoir un élève comme toi dans leur école, en fait ça changeait tout parce que je leur dis regardez d'où je viens et aujourd'hui je veux travailler pour vous, je veux me donner à fond pour votre école. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Paroles de Prépa pendant lequel je vais recevoir Jérôme qui n'avait sans doute pas un profil a priori destiné à intégrer une classe préparatoire et pourtant qui en a fait une prépa ECE à l'époque, non pas pendant 2 ans, non pas pendant 3 ans, mais bien pendant 4 années à l'issue desquelles il a intégré l'EDEC et donc avec Jérôme nous sommes revenus sur son parcours forcément très très riche et aussi en amont sur justement les réflexions qu'on a pu avoir sur l'ouverture de la prépa et dans quelle mesure justement la prépa pourrait être aussi ouverte à davantage de personnes. Donc voilà, j'en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Jérôme. Salut Jérôme. Salut Dimitri. Écoute, très heureux de t'accueillir sur ce Parole de Prépa. Déjà, je suis content parce que c'est toi qui nous a sollicité et qui nous a proposé de participer. Donc ça veut dire que les Paroles de Prépa font un peu des émules et franchement ça fait plaisir puisqu'on a lancé ce format il y a quelques mois maintenant et que ça semble bien fonctionner. Et puis aussi parce que tu as un parcours forcément atypique, un peu what the fuck comme beaucoup de gens qui sont passés par ce micro et un parcours qu'on n'a pas forcément entendu jusqu'à présent. Donc je trouvais ça super intéressant de t'inviter et du coup merci beaucoup déjà de t'être proposé et je vais te laisser te présenter peut-être déjà. Tout à fait, merci beaucoup à toi pour ce podcast. Moi c'est Jérôme, j'ai 23 ans et je suis actuellement à l'EDEC Business School en M1 après avoir fait 4 ans de classe préparatoire et précédemment j'ai aussi été en lycée ZEP, donc en zone éducative prioritaire. Je crois que ça s'appelle différemment maintenant mais ça s'appelait comme ça à l'époque. Et je voulais aussi aujourd'hui pouvoir parler aussi de mon parcours et de ce que j'ai fait durant toute ma scolarité. Donc c'est un plaisir de pouvoir être là aujourd'hui. Super, parfait. Alors il y a beaucoup de sujets qu'on va pouvoir aborder à travers ce podcast. Peut-être si tu le veux bien, on peut même remonter un petit peu en amont parce qu'au-delà du fait effectivement que tu étais en ZEP et voilà, c'est vrai que rien que ça c'est malheureusement, j'ai envie de dire pas très fréquent pour un étudiant qui a fait une classe préparatoire. Tu as eu un parcours, on va dire, un peu compliqué dès l'enfance. Exactement, ouais. Voilà, pour le coup, tu peux en parler librement. Enfin, voilà, tu peux dire ce que tu as envie de dire, il n'y a pas de souci. Mais je crois que tu m'avais dit justement que tu voulais en parler précisément parce que ça avait un impact en fait réel sur ton parcours un petit peu plus tard. Exact. J'ai également fait 4 ans de famille d'accueil, de l'âge de 6 ans à l'âge de 10 ans, en raison du divorce de mes parents. Et donc pour éviter que je subisse un peu trop le divorce de mes parents, on m'a mis en famille d'accueil. Et donc ça a été un peu... ça a été une période assez importante dans ma vie puisque ça a laissé quelques traces. T'avais quel âge du coup ? J'ai commencé à rentrer en famille d'accueil, j'avais 6 ans. Okay. Et je suis sorti à l'âge de 10 ans. Après j'ai fait un passage de 3 ans chez mon père, encore très compliqué. Et c'est à partir vraiment de 13-14 ans que j'ai été chez ma mère et que j'avais un environnement sain. Et c'est à partir, on va dire, de cet âge-là que j'ai pu remonter la pente, notamment d'un point de vue scolaire. Et que j'ai ensuite été en lycée ZEP et que j'ai été ensuite en classe préparatoire, que j'ai fait 4 ans pour finalement atterrir à l'EDEC. Ouais. Et du coup, maintenant que tu as un peu de recul sur tout ça, malheureusement, c'est la réalité de beaucoup d'enfants. Je sais pas beaucoup, mais en tout cas d'un certain nombre évidemment de gamins et qui se retrouvent dans un environnement pas forcément très sain et très simple à un âge précoce. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté ou au contraire quel boulet au pied tu perçois ? Voilà, et finalement, qu'est-ce que tu en tires un peu de tout ça ? Je dirais, si je fais un peu les inconvénients et les avantages, je pense que les inconvénients, c'est que j'ai fait 4 ans de famille d'accueil, j'étais un peu séparé de mes parents, séparé de mes frères également, donc on était dans des familles d'accueil différentes, chaque frère, donc j'étais un peu livré à moi-même en famille d'accueil, et ça m'a... j'ai un peu subi cette période-là dans le sens où j'avais pas décidé d'arriver en famille d'accueil. Mais pour autant, l'environnement était plutôt sain parce que j'étais loin des problèmes et je pouvais me développer de manière assez saine. Ma famille d'accueil s'occupait très bien de moi et j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, je lui en remercie. Mais ça a laissé quelques traces dans le sens où mon rapport aux autres, ma confiance en moi, le manque de reconnaissance, le manque d'amour que j'ai pu que j'ai pu subir durant cette période, c'était assez difficile. Donc ça m'a suivi en quelque sorte après ma sortie de famille d'accueil, c'est notamment là que je l'ai subi.
Mais en quelque sorte, aujourd'hui, ça m'a donné un peu une force, parce que j'ai envie en quelque sorte, remercier ma famille d'accueil, même remercier toutes les personnes qui ont pu m'aider. Et c'est en ce sens que j'ai pas décidé de m'apitoyer sur mon sort et de me victimiser. J'ai vraiment essayé de donner le meilleur de moi-même quand j'ai eu, on va dire, la force de donner le meilleur de moi-même. Et c'est surtout à ma sortie de famille d'accueil, ensuite en prépa, quand on m'a vraiment défié en quelque sorte, que j'ai vraiment essayé de tout donner pour m'en sortir du mieux que je pouvais. Et scolairement, ça a changé quelque chose pour toi? Est-ce que tu avais l'impression une fois que tu passais la porte de la maison, de ta famille d'accueil, est-ce que tu ressentais toujours le fait que tu étais un élève un peu particulier à l'école? Ce qui est assez bien, c'est que durant ma famille d'accueil, dans mon livret scolaire, il y avait justement des traces comme quoi j'étais en famille d'accueil. Donc les professeurs, quand j'étais en primaire, du CP à la CM1, le savaient. Donc je sentais une vraie bienveillance parce que j'étais quand même très turbulent. Je faisais quand même beaucoup de bêtises, j'étais pas forcément l'élève le premier de la classe, même si en mathématiques j'arrivais très vite à calculer, j'avais la logique en quelque sorte, mais j'étais très turbulent, les profs le savaient, donc ils étaient un peu indulgents, ils m'expliquaient les choses de manière bienveillante. En revanche, dès que je suis sorti de famille d'accueil, c'est plus dans mon dossier, je suis un élève en quelque sorte qui est chez ses parents. Et là, ça change un peu la donne où les professeurs, tu fais n'importe quoi, tu sors, tu fais n'importe quoi, tu as une heure de colle. Et moi, ça, c'est un peu les problèmes s'accumulaient. Ça se passait pas bien forcément à la maison. J'ai ça à porter sur le dos et les professeurs comprennent pas forcément. Donc j'avais un peu que des boulets et moi, j'arrivais pas trop à m'en sortir. Donc c'était un peu un cercle vicieux qui m'amenait pas forcément à être un bon élève. Et je subissais en quelque sorte ce qui m'était arrivé en famille d'accueil. Ouais, le collège était du coup un peu compliqué par rapport à la primaire. Et est-ce que tu as eu l'impression à un moment d'être un peu sur la tangente, de dire, bon, là aujourd'hui t'es à l'EDEC et ça se passe très bien, machin, mais est-ce que tu aurais pu un peu partir en vrai, entre guillemets, tu penses? Parfaitement. Je sais qu'au collège, c'était par exemple en quatrième, souvent les classes un peu difficiles à l'école, quatrième, troisième, où là j'étais à 9-10 de moyenne, je me comportais vraiment mal, ça m'arrivait souvent d'avoir des heures de colle, d'avoir des mots dans le carnet, d'être viré de cours. Et cette période-là, justement, le fait d'aller chez ma mère, ça a été un peu un changement. C'est aussi un peu mon grand frère Nicolas qui, lui, s'en était un peu sorti de famille, parce il a 6 ans de décalage avec moi. Lui, il avait été en médecine. Il avait échoué la première année de médecine. Il a réussi en deuxième année avec un très bon résultat. Je crois qu'il était arrivé 16e sur 2000 personnes. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. Donc, j'ai été chez ma mère. Et le modèle un peu du grand frère qui dit « Ok, t'es pas condamné à être un galérien. » Exactement. C'était un peu une référence de me dire « Il a réussi en vivant la même chose que moi. Donc, j'ai aucune excuse. » Donc, c'est à ce moment-là que j'ai été chez ma mère pour éviter de continuer à faire n'importe quoi quand j'étais chez mon père. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu remonté la pente. Et que j'ai décidé de me dire ne te victimise pas et essaie de te donner les moyens. De toute façon, qu'est-ce que tu diras à ton grand frère si tu fais n'importe quoi? Lui, il a réussi, tu peux également réussir. Et en gros, il n'y a pas de fatalité. Et tant que tu te donnes les moyens et que tu donnes le meilleur de toi-même, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison en fait que bien sûr. Il n'y a pas de raison d'échouer. Ouais, mais c'est marrant comme tu vois, je me faisais la réflexion il y a pas longtemps parce que évidemment je pense que à travers Major Prépa justement j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui étaient dans des situations très compliquées et qui s'en sont sortis, voire très très bien sortis justement. Et je me demande si justement peut-être que oui, de toute façon on le voit bien, il y a beaucoup moins de boursiers en prépa, il y a beaucoup moins de boursiers que de non boursiers proportionnellement évidemment dans les études d'excellence. Mais en fait, tu as quand même quelques ovnis de temps en temps qui, j'ai l'impression, ont même mieux réussi parce qu'ils étaient en galère que si ils venaient d'une famille lambda, aimante, fortunée, en tout cas aisée. Et c'est marrant, tu vois. Tu te dis, pour 90% des gens, c'est évidemment un désavantage. Mais tu as peut-être un 10% de personnes qui, au contraire, ont encore plus les crocs parce que justement, ils ont galéré et que si ça se trouve, dans un autre contexte familial plus favorable, ils n'auraient peut-être pas aussi bien réussi. Exactement. Moi, je pense, pour moi, ce qui a vraiment été le changement, c'est en famille d'accueil, j'étais en fait avec des enfants qui avaient des vies bien plus compliquées que la mienne. Je sais que moi, c'était la raison que j'aille en famille d'accueil, c'était simplement le divorce de mes parents. Alors que les enfants avec qui j'étais, c'était par exemple des familles de 10 enfants, où en fait les parents s'en occupent pas, ou des histoires d'abandon d'enfants, ou de la consanguinité entre enfants. Des trucs trop glauques. C'était vraiment glauque, ou des histoires de viol, des histoires très glauques. Et moi, à côté d'eux, j'étais un peu un sage. Je me sentais un peu privilégié de me dire...
j'ai de la chance d'avoir quand même une famille, enfin ma mère qui s'était occupée de moi quand j'étais petit, une famille quand même assez stable. Bon, ça se passe très mal le divorce, mais on n'est pas des fous non plus. Ouais. Et de me dire, en fait, par rapport à ces enfants, j'ai une chance incroyable d'avoir été éduqué, d'avoir reçu de l'amour. Et aujourd'hui, je me sentais, enfin à l'époque, au collège, quand ça commençait à tourner mal, je me suis vraiment dit, j'ai une chance incroyable d'avoir eu de l'amour et d'avoir eu cette éducation et je dois pas la foutre en l'air en quelque sorte. Ouais. Et en plus de ça, mon frère a vécu la même chose, donc j'ai aucune excuse de pas me donner les moyens. Et ce combo fait que je retourne chez ma mère et je me dis, maintenant donne-toi les moyens, deviens plus sérieux et saisis ta chance. Et c'était un peu, en quelque sorte, c'était soit en gros je réussissais, je donnais vraiment tout et je réussissais du mieux que je pouvais, soit je m'abandonnais totalement et donc il n'y avait pas vraiment d'entre-deux où je finis moyen ou Ouais, c'est ça. Ouais, c'était vraiment un peu petit tout double en l'un quelque ou l'autre, sorte. quoi. Ouais, et le fait de relativiser un petit peu ta situation par rapport à d'autres situations encore plus extrêmes, ouais, ça a quand même aidé. Et bon, ok, donc du coup, tu sors du collège un peu bon gré mal gré avec une moyenne pas ouf, voilà. Et donc là, tu arrives dans un lycée de ZEP. T'étais où précisément? C'était quoi un peu le contexte du lycée? Pourquoi t'es atterri là? Est-ce que tu peux expliquer Ouais, bah, j'étais au collège Jules Ferry, c'est à Sainte-Geneviève-des-Bois dans le 91. Ouais. Et ensuite, le lycée de la ville, c'est le lycée Albert Einstein. Et le lycée, il est en zone éducative prioritaire. Je crois qu'il est encore en zone éducative prioritaire. Et c'est paradoxal parce que la ville, elle est un peu coupée en deux entre la partie de la ville qui est un peu aisée, on va dire classe moyenne, moyenne supérieure, et vraiment la partie de la ville qui est vraiment, on va dire, un pauvre. peu ghetto, ouais. Et c'était proche de Fleury-Mérogis, de Grigny-la-Grande-Borne. Et en gros, c'était un lycée en zone éducative prioritaire. Et l'erreur que j'ai pu faire peut-être en seconde quand je suis arrivé, c'est que j'ai choisi une option sport. Et en fait, je me suis retrouvé dans une classe que de garçons. Ouais. Et déjà que j'étais quelqu'un de turbulent, même si j'avais conscience qu'il fallait que je me donne les moyens, on me met dans une classe que de garçons. On faisait un peu n'importe quoi. Et je crois que j'ai été à peu près à 10 de moyenne. Et donc, j'étais pas vraiment bien pour... c'est à ce moment-là, justement, qu'on choisit notre filière ES, S ou L. Ou STMG, moi c'était ça. Et je me souviens à la fin, il m'avait dit passage en ES de justesse avec 10-0-0. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment encore eu un coup de pouce. Mais parce que tu foutais rien ou tu sentais que c'était de vraies difficultés scolaires ou simplement ta priorité c'était plus rigoler avec tes copains que avoir de bonnes notes en cours de maths et en cours de français? Je pense déjà le fait que je travaillais pas beaucoup au collège, ça laissait quand même beaucoup de lacunes. Et plus l'environnement de je suis qu'avec mes copains et ça rajoute un truc de je veux quand même m'en sortir mais j'ai des lacunes et je suis avec mes potes donc c'est un peu des deux finalement je pense. Et bon évidemment t'as fait qu'un seul lycée mais je pense que tu peux comparer par rapport au lycée de ce que t'as pu avoir de retour d'expérience d'autres personnes que tu fréquentes maintenant. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui étaient en ZEP. C'est quoi la réalité d'un lycée de ZEP de manière générale? Qu'est-ce qui est vraiment différent par rapport à un lycée lambda on va dire? Je pense surtout c'est les élèves qu'il y a dedans. Parce que je pense le corps professoral, il est vraiment bon. Je pense que les professeurs qui sont dedans sont vraiment bons. Souvent, c'est des professeurs dévoués. Je me rappelle très bien de professeurs de mathématiques ou d'économie qui étaient vraiment dévoués et qui étaient contents d'être là et qui est à la manière d'un professeur où c'est sa passion, où c'est vraiment dévoué. En revanche, chez les étudiants, enfin les élèves, qui sont, on peut parfois mettre les mêmes types d'élèves dans la même classe et donc ça on se tire pas vers le haut, on se tire même plutôt vers le bas et pourtant le lycée ZEP c'était vraiment un peu une chance puisqu'il y avait si je me trompe pas c'était Polytechnique, une association de Polytechnique où ils fournissaient 2 étudiants pendant 6 mois pour les lycées ZEP où on pouvait prendre des cours particuliers mais illimités et moi je me souviens que j'avais fait ça à partir de la première où on avait des cours, je pouvais prendre des cours de maths à volonté. Et ça a été vraiment un peu... ça a été une clé de ma réussite en quelque sorte. Ça c'est déterminant parce que ça existe pour Polytechnique, mais il y a quasiment toutes les grandes écoles qui proposent des dispositifs cordés de la réussite ou à part ça d'autres noms. Mais donc ça a été déterminant. Ça a été déterminant. Le fait que j'ai envie de réussir et même si j'ai pas forcément trop d'argent ou même si je suis pas forcément dans le meilleur environnement, il y a 2 X qui sont devant moi. Je peux prendre des heures avec eux de manière illimitée quand je veux le matin, le soir. Ils vont être là de 8h à 19h. Et moi, j'ai vraiment utilisé ça à fond où je prenais
toutes les heures que je pouvais. Ça, c'était à partir de la première où vraiment je me suis dit, c'est une chance que j'ai. Ouais. Donc t'as eu une espèce de clic parce que tu pouvais être un peu feignant, un peu je fous le bordel machin, mais en même temps t'avais une vraie, enfin tu vois, t'as fait la démarche consciente on t'a pas imposé ces cours-là, donc t'avais quand même envie de réussir. Exactement. Bah, l'exemple de mon grand frère qui réussit, plus cette petite ouverture de je peux avoir des cours de personnes qui sortent de l'X, et c'est un peu là aussi que j'ai eu un peu l'idée de la prépa. Je leur posais beaucoup de questions sur leur parcours. Ouais, c'est ça, l'ouverture que tu as eu vers la prépa. Exactement. Ouais. Donc je me suis dit, en fait, t'as plus qu'à te donner les moyens, t'as plus qu'à tout donner, et puis tu verras ce que ça donne. Et après, bah, progressivement, première, je deviens un peu meilleur. En ES, les matières me correspondent un peu plus. Je me souviens de la SES où je trouvais que c'était vraiment une ouverture sur le monde, où on comprenait de plus en plus la société, comment elle fonctionnait à la fois d'un point de vue économique et social. Et ensuite, après la terminale, où là, on se dit à la fin, il y a le bac. Et je me souviens très bien encore j'allais à la bibliothèque avec mon grand frère qui était en médecine, et même lui me posait des questions, mais là, tu prépares le bac. Et je faisais les mêmes heures que lui. Ouais, tu t'es buté, quoi. Ouais, le samedi, le dimanche, j'allais avec lui. Je lui disais, t'es où dans Paris ? On va à la bibliothèque universitaire, enfin, c'était Bulac, ça s'appelait. Ouais. La bibliothèque de langue à Paris, dans le 13e. Et je prenais le train et j'allais avec lui le samedi, le dimanche. Parce que c'était en banlieue, en plus. Ouais, j'étais dans le 91, je faisais 1 heure de train pour rejoindre mon frère à la bibliothèque. Et, ouais, t'étais vraiment déter, quoi. Ouais. Et après, aussi avec mon autre frère qui était en droit. Et en vrai, c'était vraiment focus. Faut que je réussisse. Et faut même que je montre à ma famille, enfin à ma mère, à mes frères, que moi aussi, je m'en sors. Et moi aussi, je me donne les moyens. C'était un peu ma manière aussi pour moi de m'en sortir. Ouais, donc t'avais quand même ce côté un peu revanchard. Ouais, je dois être au niveau de ce que mes frères ont fait jusqu'à présent, quoi. Ouais, c'était un truc important. Et du coup, on est passé un peu vite là-dessus, mais sur la prépa, donc en fait, t'en avais déjà entendu parler avant de rencontrer ces gens de l'X, ou c'est vraiment eux qui t'en ont parlé? Enfin, évidemment, tu pouvais pas faire prépa MP puisque t'étais en ES, mais bon, ils ont peut-être expliqué qu'il y avait une prépa commerciale par ailleurs. Enfin, est-ce que tes profs t'en ont parlé? Est-ce que ça existait? Est-ce qu'il y a déjà un pélo de ton lycée qui était allé en prépa et à qui t'as pu parler? Enfin, comment ça a un petit peu émergé dans ta tête? Tout à fait. Bah non, pour le coup, je regardais un peu moi comment j'ai vécu les choses. Je regardais un peu ce qui se proposait après le bac. Il y avait BTS surtout. Enfin, ce qu'on proposait dans mon lycée, c'était surtout BTS DUT. Tu sors de. C'est la voie classique. Voilà. Ouais. C'était déjà, si tout le monde a le bac dans la classe, c'est déjà extraordinaire. Et ensuite, si tu peux faire un BTS ou un DUT, c'est très très bien. Et la voie de la prépa, j'avais pu rencontrer aucun étudiant qui avait fait prépa, et pourtant on disait que c'était la voie la plus dure, la voie de l'excellence. Et même les profs, tu disais dévoués, machin, ils t'en parlaient pas du tout? Non, pas tellement, parce que je tournais autour de 10, 12 de moyenne. Ah oui, bah en plus il y avait ça, voilà. Ouais. Mais même le premier de la classe, on lui disait pas d'aller faire prépa. La première de la classe, je me souviens, il y avait des cursus Sciences Po, ils pouvaient accéder à Sciences Po avec un concours différent, ou Dauphine également, sur dossier, et donc les meilleurs allaient vers ces écoles, ils pouvaient tenter ce concours. Et prépa, pour le coup, j'en avais pas entendu parler, donc moi j'ai été voir la conseillère d'orientation, et je me souviens, c'était plus des arguments, il y a 30% des élèves qui abandonnent, c'est hyper compliqué. Ah ouais. La conseillère d'orientation t'a dit, en gros, c'est un bourbine, il va pas, quoi. Exactement. Mais en plus, je sentais que même les chiffres, elle en avait peur. Elle disait, voilà, il y a 30% des étudiants qui abandonnent. En plus, c'est pas vrai. Je sais pas ce qu'elle t'a dit exactement, mais 30%, c'est jamais de la vie. Ouais, non, mais j'avais un gros chiffre c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui abandonnent, c'est difficile faut vraiment avoir des très bonnes moyennes, c'est pour les meilleurs élèves, donc j'étais pas forcément encouragé. Et j'avais pas d'exemple, même d'étudiants que je connaissais qui étaient plus âgés que moi, n'avaient pas fait prépa. Et donc je pense que c'est surtout l'inspiration d'à la fois justement des étudiants de l'X et de mon beau-père qui lui avait fait prépa également, qui lui avait fait une prépa PC je crois. Ok. Ou PT, je sais plus. Enfin, scientifique en tout cas. Voilà, exactement. Mais il m'en parlait pas trop. Il était pas là à me dire faut que tu ailles en prépa. Enfin, on parlait pas tellement de ça. C'était pas forcément une priorité pour lui et ni pour moi. Donc finalement, je pense que je me suis plus dit je veux réussir absolument, je veux montrer ma valeur. Et donc, qu'est-ce qui est le plus dur? On part en prépa. Et un peu de manière tête baissée. Ouais, c'est ça. Ouais, un peu en mode défi. Mais bon, toi, après, c'est un cas très particulier. Mais tu vois, si tu prends le commun des mortels qui se retrouvent en lycée de ZEP, enfin, moi, je trouve ça dingue. Tu vois, vraiment, j'ai acquis cette conviction un peu au fil des années. Moi, j'étais convaincu que les gens n'allaient pas en prépa parce que Bourdieu, tu sais, enfin, les théories selon lesquelles il y a le bagage culturel et donc machin, ça s'écarte au fur et à mesure. Mais alors, oui, évidemment, ça joue.
Mais en fait, le premier truc, c'est la symétrie d'information. C'est vraiment ça. Ouais. C'est que tu es dans un lycée où on te dit, soit on t'en parle pas, soit quand on t'en parle, c'est pour te dire, n'y va pas parce que ça va être l'enfer, machin. Exactement. Et en fait, c'est là où tu dis que le rôle des gens qui ont fait les grandes écoles et qui vont dans des lycées comme les tiens, en fait, c'est bon, ok, c'est peut-être t'aider en maths, machin, mais c'est avant tout te dire, mais ouais, c'est possible. En fait, t'as 2 bras, 2 jambes, tu peux y arriver, t'es pas plus bête qu'un autre. Exactement. Et tu vois, je dis pas que la prépa est faite pour tout le monde, mais je pense qu'il y a tellement de gens qui le seront jamais sans doute, mais qui auraient adoré aller en prépa, et en fait, ça leur a même pas effleuré l'esprit, parce que soit ils savent même pas que ça existe, soit on leur a tout de suite dit, non, c'est un enfer, n'y va pas, quoi. Et c'est faux quand même. C'est là où tu te dis que, nous, on fait un gros travail de promotion, on va dire, même pas de promotion, mais juste d'expliquer concrètement ce que c'est la prépa en ligne, mais rien ne remplace aussi le travail sur le terrain, quoi. Vraiment des gens... c'est bien, tu vois, ça met un peu du baume au cœur ce que tu dis, quoi, tu vois, mais tu te dis, voilà, pour un mec comme toi qui a eu des bons contacts, machin, qui, toi, a fait la démarche de rencontrer ces gens-là, il y en a combien qui, en fait, étaient bons, mais qui se sont dit, bah non, en fait, je vais faire un BTS, un DUT, enfin un BUT maintenant, et c'est très bien de faire ça, mais peut-être que ils auraient aussi aimé faire une prépa et ils le sauront jamais, quoi. C'est ça qui est un peu... Exactement. Un peu et je pense, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, et ça rejoint un peu ce que disait Théo Lyon dans un autre podcast, justement, où il était avec toi. Ah, le mien, ouais. Où il disait... J'aime bien quand tu m'autocites. Voilà. où justement, il disait, quand tu rentres à HEC, en fait, tes ambitions s'élèvent un maximum, t'as plus de limites, et tu défonces toutes les barrières. Ouais. Et là, c'est pareil dans un lycée ZEP, mais l'inverse. Tes ambitions sont hyper limitées. Quoi. Ouais. Et c'est... si t'as ton bac, c'est très bien, et ne sois pas ambitieux, et sois plutôt humble, et si t'as 18 de moyenne, c'est bien, mais on se concentrera pas sur toi, parce que derrière toi, il y a un gars qui a 10 de moyenne, et lui, on veut absolument qu'il ait son bac. Ouais. Toi, t'as 18, tu t'en sors, on va se moquer un peu de toi, genre t'es l'intello de service. Voilà, exactement. Alors que HK, t'as 18, tout le monde te regarde. Exactement. Et je chantais pas même pour les meilleurs élèves, où on leur disait, t'as une très bonne moyenne, c'est bien, mais il n'y a pas c'est exceptionnel, tu t'en sors, tu te rends compte du parcours que tu as. C'était un peu... Il y a des élèves qui sont vraiment en difficulté, on s'occupe d'eux et on fait du mieux qu'on peut. Mais en même temps, et après, ça se comprend aussi. Exactement. C'est bien que personne ne soit sabordé. Mais c'est vrai que, tu vois, tu as une logique totalement différente. Et tu vois, le côté un peu excellence qui existe en prépa, il a évidemment ses vertus. Peut-être que oui, il va laisser de côté certaines personnes. Et encore, je pense que c'est pas trop le délire de la prépa, parce qu'au moins tu te retrouves avec des gens à peu près du même niveau que toi, donc ça c'est plutôt bien. Mais tu vois, quand t'as écouté comme moi le podcast, enfin moi je l'ai pas écouté parce que je l'ai fait, mais le podcast de Donatien où il parle justement de Stanislas, de Danielou. Enfin, quand il était à Stanislas au lycée, en fait, quand t'as pas le niveau, ça dégage. Donc évidemment, t'as un nivellement par le haut qui est énorme. Exactement. Voilà, et qui n'existe pas du tout. Il y a vraiment un lycée à 2 vitesses en France, c'est quand même abyssal, quoi. Bon, et donc du coup, si on revient quand même à ça, donc c'est ça qui t'a achevé en fait de te convaincre d'aller en prépa. T'avais des notes un peu plus élevées. Comment tes profs t'ont regardé quand tu leur as dit je vais mettre ça sur Parcoursup. Enfin, ça s'est passé comment ? Je pense que quand je suis sorti de la seconde, j'avais à peu près 10 de moyenne, 10, 11 de moyenne. Je suis arrivé après en première, j'étais peut-être à 12. Et après, j'ai vraiment augmenté petit à petit. Et au bac, avant de passer le bac, j'avais autour de 13 de moyenne. Et je passe le bac et je crois que j'obtiens 14 de moyenne, tout pile 14,02. Mention bien, j'étais vraiment heureux vraiment quand j'ai vu ça. Ouais. Et ensuite, quand je mets les choix sur Parcoursup, j'ai vraiment... je me souviens, j'avais mis... je crois que j'étais totalement inconscient, mais j'avais mis des prépas vraiment Henri IV, des trucs, mais je me rendais pas compte de la difficulté pour rentrer, mais j'étais en mode je veux les meilleurs. En même temps, t'as pas de personnes qui vont te dire, déjà que t'as une idée très vague de la prépa, personne va te dire t'as le niveau pour H4 pour machin. Oui, donc non, tu t'es fait balayer. J'étais vraiment, je me souviens, j'avais mis, je sais pas, Henri IV et les meilleurs prépas, Janson de Saïd, des trucs comme ça. Et j'ai été pris au lycée Jean-Baptiste Corot, donc là où j'ai fait ma prépa, c'était la prépa qui était dans la ville où j'habitais. Parce que j'habitais à Savigny-sur-Orge et j'allais au lycée à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et c'était la seule prépa, je crois, qui m'a accepté. Et moi, j'étais un peu inconscient. J'avais juste envie de travailler, envie de me donner les moyens, envie de montrer que j'étais aussi capable. Mais je connaissais rien de la prépa. Je savais même pas quelles étaient... si, je connaissais un peu les matières, mais de loin, quoi. Je me suis dit, c'est comme le bac, en un peu plus compliqué. Mais j'étais totalement... ça, mais oui, voilà. Mais j'étais inconscient du niveau de l'organisation de la prépa, de la charge de travail. J'avais conscience de rien du tout et je suis arrivé en prépa un peu... La fleur au fusil. Voilà, vraiment, j'ai que de l'énergie, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de volonté. On verra bien ce qui y arrivera. Voilà,
Bon, après, du coup, t'as eu le temps de découvrir la prépa parce que tu y es resté un peu plus longtemps que les autres. Exactement. Mais ouais, au début, t'étais un peu du père. Alors ouais, c'est ce que je disais en off quand on préparait. J'avoue que j'en connais quand même beaucoup des prépas, voire toutes. Et j'avoue que Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge, ça m'avait même échappé. Donc j'imagine que c'est une petite prépa. Enfin, une prépa, on appelle ça de proximité, mais ça veut dire en fait, de proximité, c'est une jolie manière de dire dans un milieu en général assez populaire et qui accepte des élèves effectivement comme toi qui n'ont pas un parcours académique absolument brillantissime au lycée, quoi. Ouais, je suis arrivé en 2017 au lycée Jean-Baptiste Corot en prépa. Et pour le coup, ce que j'aime bien en prépa, c'est que même dans cet environnement où voilà, on n'est pas forcément poussé à la réussite, quand j'arrive en prépa, pour le coup, là, on vise l'excellence tout de suite. Et le niveau, il est tout de suite très élevé. Et en fait, moi, j'ai réussi à avoir un peu 14,02 au bac, mais c'était plus un peu du bachotage. C'était j'apprends par cœur, je recrache, ou je m'exerce sur toutes les annales et je recrache. Là, j'arrive en prépa et je sais que les premières fois, enfin même la première année, j'étais autour de 7-8 de moyenne dans une prépa de proximité. Ouais. Donc j'avais accumulé des lacunes mais terribles et qui, dès que tu arrives en prépa, ressortent tout de suite. Par exemple, mes raisonnements en maths, mon niveau en langue, même mon niveau de français. Le niveau en langue, j'avoue, quand tu viens pas d'un bon lycée, voilà. C'est une catastrophe. Et même mon niveau de français, les premières contractions, j'avais 0. Mais j'avais moins de 0. La prof, elle me mettait 2-3 points pour me rassurer, mais j'avais 0. Donc le midi, ce que je faisais, j'étais avec des amis. Et on faisait justement, ils me faisaient faire des contractions. Même la prof, elle me donnait des contractions à faire. Ouais. Alors, tu sais que ça n'existe plus. Enfin, ça n'existe plus. Ah ouais. Ils ont arrêté cette année la contraction de texte, donc on va quand même dire, tu vois, pour que cet épisode reste dans la postérité. T'as un texte super long et le but, c'est de le contracter en 400 mots. Quoi. Exact. Ouais. Alors maintenant, il y a synthèse de texte, ça existe toujours, mais contraction, ça n'existe plus. Voilà. Et ouais, donc, enfin, c'est typiquement, c'est hyper révélateur de ton niveau de français, quoi. Mais pourtant, on va dire, je parlais bien, mais je faisais des erreurs de français rédhibitoires. Ouais. Et même à l'écrit, je faisais des fautes à tous les mots. Et au bout d'un moment, en prépa, c'est le minimum. On veut même pas savoir ce que tu vas dire et juste fais pas de faute d'orthographe. Si t'as pas les bases, en fait, c'est chaud, quoi. Exactement. Donc toi, en l'occurrence, tu les avais pas. Mais t'as l'impression de les avoir acquises au fur et à mesure pendant la première année? Ouais, c'était vraiment chaud. Je les aime même pas la première année, les 2 premières années. Pendant 2 ans, je sais que moi, en dissertation, par exemple, je me battais à pas faire de fautes. Je me battais à faire des phrases qui étaient pas trop longues et plein de règles, mais en fait, c'est des règles de français. Je faisais même pas de l'ESH. Je faisais du français. Ouais. Et en philosophie, c'était pareil. Mon professeur, il était gentil. Il me disait, bon là, je te mets 8, je te mets 10. Si je juge ton contenu... Ouais, t'es mort, quoi. Ouais, voilà. Okay. Et c'était vraiment, moi, c'était le problème de français. J'avais du mal à écrire, j'avais du mal à m'exprimer correctement, à pas faire de fautes. Et après, quand t'es pas bon en français, t'es pas forcément bon dans les langues. Et mais ne serait-ce que sur les traductions, déjà t'es mort. Exactement. Et même en mathématiques, c'était pas non plus mon point fort. Où en fait, moi j'avais un raisonnement où au bac, j'apprends par cœur. Je refais le même exercice, il y a que les chiffres qui changent. En prépa, on me demande quand même de plus réfléchir. C'est du pageotage plus, mais pour moi, j'avais un peu un problème d'état d'esprit aussi. De me dire, change aussi tes manières de travailler, change ton état d'esprit. Oui, tu as envie de réussir, mais adapte-toi aussi à ce qu'on te demande. Et j'avais beaucoup de mal à m'adapter et à comprendre ce qu'on attendait de moi. Et je pense que mon lycée m'a pas vraiment aidé. Et puis, toutes les lacunes que j'ai accumulées au collège, ça n'a pas aidé non plus. Et du coup, c'était quoi ton état d'esprit pendant ta prépa? Parce que t'es arrivé en te disant, ouais, j'ai la dalle, bon, ok, j'ai des lacunes, je le sais, mais je suis tellement motivé que voilà. Et en fait, tu te rends compte que tu te fais un peu dérouiller parce que, en fait, de fait, t'as des lacunes. T'as réussi à maintenir le cap quand même? Oui. En fait, je pense qu'en prépa, j'ai vraiment appris à être résilient dans le sens où moi, quand j'avais par exemple une mauvaise note en mathématiques ou dans n'importe quelle matière, je prenais vraiment énormément de temps pour reprendre mes copies, pour essayer de savoir ce qui n'allait pas, pour essayer de demander limite au professeur une correction approfondie de qu'est-ce qui n'a pas été, lui demander des conseils. Et ça a pris beaucoup de temps parce qu'en fait, l'état d'esprit a changé, ça prend énormément de temps. En plus des compétences et des connaissances qu'il faut acquérir en prépa. Et donc, de changer tout ça en même temps, ça demande énormément de temps. Mais je pense que j'ai été patient de à la fois changer mon état d'esprit, mes méthodes de travail, et ensuite fournir tous les efforts, on va dire, mis bout à bout, et les mettre en place correctement pour progresser. Mais pour le coup, pendant les 2 premières années, j'étais autour de 8-10 de moyenne maximum. Et c'est un peu déprimant. J'étais dans le dernier tiers de la classe, même en donnant tout.
Et tu penses que le fait d'avoir un peu plus galéré que la moyenne avant la prépa, ça t'a un peu aidé à être résilient, ou c'est vraiment en prépa que t'as acquis cette compétence, enfin cette qualité, on va dire? Bah, je pense le fait d'avoir fait 4 ans de famille d'accueil quand j'étais petit, donc de vivre aussi dans un environnement sans mes parents, sans mes frères, ça m'a poussé aussi à moi me forger un peu un état d'esprit un peu de guerrier, où je me laisse pas faire, où j'ai un fort caractère et où je me laisse pas abattre par les difficultés. Ouais. Et je pense que ce caractère-là, j'ai pu le réutiliser une fois que j'étais en prépa, où en fait je me disais mais c'est la même chose que quand j'étais en famille d'accueil. T'as plein de problèmes, c'est à toi de fournir tous les efforts pour les résoudre, et si t'as vraiment envie de t'en sortir, bah tu feras tout ce qui est en ton possible pour résoudre ces problèmes et montrer aussi à moi et aux autres que je suis aussi capable. Et alors, à l'échelle de la classe, là, du coup, je desserre un peu la focale, Ouais. parce que dans ce podcast, on a eu, en fait, très souvent, quand même, les profils, c'est des profils de gens qui sont allés à H4, à Grandchamp, à Saint-Louis, enfin voilà. Là, pour le coup, Jean-Baptiste Corot, c'est une grande première. À quoi ça ressemble une prépa de proximité? Vous êtes combien? C'est quoi votre rapport avec les profs? C'est quoi un peu les élèves, l'état d'esprit général? Enfin, est-ce que tu peux nous décrire un peu dans les grandes lignes à quoi ça ressemblait tes 2 années de prépa là-bas? Ouais. Bah moi j'habite donc Savigny-sur-Orge, donc banlieue sud de Paris. J'habitais à peu près à 15 minutes de ma prépa, donc c'était plutôt cool. Moi, enfin pour mon rythme de vie, j'y allais à pied en prépa, donc c'était plutôt cool. Et en plus, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'en fait j'étais au lycée Jean-Baptiste Corot, et c'est un château. C'est un château magnifique avec de grandes contrées, mais vraiment magnifiques, comme on va dire le château de Versailles, mais en tout petit. Ok. Et donc c'est un peu paradoxal par rapport à la gare de Savigny qui est juste devant le lycée, où en fait là c'est pas très fréquentable et pas très bien entretenu. On rentre dans le lycée où c'est magnifique, où l'environnement est vraiment sain. Ouais, c'est un écrin un agréable. peu protégé au milieu Exactement. d'un truc un peu ghetto, quoi. C'était vraiment, par exemple, durant nos pauses, on faisait le tour du parc, parce qu'il y a un parc à l'intérieur, et c'était magnifique, même le château, c'est hyper agréable. Et pour le coup, les professeurs à l'intérieur, c'était vraiment des gens, on va dire, un peu extraordinaires, où j'ai l'impression que, enfin, pour moi, je vais parler pour moi, mais ils nous éduquaient, quoi. C'était un peu nos parents, dans chaque matière, on avait nos parents. Je sais pas, je vais pas te donner des noms, Ouais. mais... Non, mais t'as un rapport, bah, tu peux aussi, si ouais, ils écoutent ça. mais c'était un peu voilà, nos parents, où ils nous éduquaient, ils nous apprenaient à comment travailler, à progresser, à devenir, on va dire, de meilleurs êtres humains à travers la prépa. Et, Ouais, ça allait plus loin que l'ESH et la philo Exactement. et l'anglais, quoi. Exactement. Moi, je sais qu'avec mon meilleur ami Baran, nous, on arrivait là-dedans, et ça nous stimulait énormément. Et on se disait, mais en fait, c'est une chance qu'on a d'être là, et on va essayer de tirer, de prendre cette chance et de faire le maximum avec ça. Et ensuite, bah, notre rapport au professeur, c'était, je sais, c'était un environnement assez familial, assez bienveillant, où les professeurs, ils savent d'où on vient, ils savent qu'on n'est pas des génies, mais qu'on est quand même les plus sérieux de nos lycées de banlieue. Ouais. Et donc, il y a quelque chose c'est déjà extraordinaire que vous soyez là, et on va essayer de tirer le meilleur de vous-même. Et donc, il y a vraiment un rapport bienveillant. C'est si tu as envie d'être hyper ambitieux, par exemple, comme mon meilleur ami qui a eu l'EDEC au bout de 2 ans, et ben, en fait, on va t'aider, on va te suivre à avoir l'EDEC. Si par exemple, toi, tu veux une autre école dans le top 15, bah, on va également t'aider, et on va essayer vraiment de t'accompagner à t'accomplir. Ouais, c'est vraiment du cas par cas. Exactement. Et donc, vous étiez combien par promo? On était, la première année, si je voudrais pas dire de bêtises, on était un peu plus de 30 la première année. Ok, donc c'est une grosse prépa de proximité, on va dire. Ouais, c'est ça. Bon, on était en première année, on était un peu plus de 30, et la deuxième année, on était beaucoup moins, parce qu'il y avait quand même des gens qui se réorientaient ensuite. Donc, on était à peu près entre 20 et 25, je pense, la deuxième année par classe. Et donc, je crois qu'il y a une classe de EC, nous c'était ECE à l'époque, donc j'étais en ECE. Une classe en première année, une classe en deuxième année. Si je me trompe pas, il y a aussi une prépa littéraire et une prépa scientifique, je sais plus ce qu'il y avait, je sais pas. Ok. Mais en tout cas, en ECG, enfin maintenant ECG du coup, voilà. parce que ECE c'est ECG maths appliquées ESH, en gros c'est ça. Ouais. Vous étiez une trentaine, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que justement, tu le sais peut-être avec la réforme du lycée, alors je sais pas quand l'épisode sera diffusé, ce qu'il adviendra de ces prépas-là, mais c'est ces prépas-là qui sont un petit peu en difficulté justement du fait de la baisse de la proportion d'étudiants qui font des mathématiques dans le secondaire. Et donc notamment ces profils-là d'étudiants qui viennent de petits lycées, qui en général n'ont pas eu l'information, qui n'ont pas fait maths en première et en terminale, donc qui ne peuvent pas prétendre à la prépa ECG. En fait, tout ce micmac à la fin des fins, ça fait qu'en fait, il y a beaucoup moins d'étudiants qui vont dans ces prépas-là. Et elles sont menacées de fermeture pour beaucoup, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai, je trouve ça un peu dommage, parce que même... je me dis, parce que même moi, quand je suis arrivé en prépa, je peux dire que mon niveau en maths, il était vraiment ras du sol, même si j'avais été en ES. Ouais.
Et pour le coup, je démarrais vraiment de zéro. Et la force justement des professeurs à Jean-Baptiste Corot, c'est qu'ils partent de zéro. C'est qu'ils partent de... Ouais, vraiment, ils acceptent d'arriver avec tes lacunes. Vraiment, on arrive au tout départ et parfois les élèves, on arrive en colle où elles nous expliquent des choses qui datent du lycée, mais en fait c'est nécessaire, on va prendre 2 mois par exemple pour reprendre les trucs du lycée, les bases, pour ensuite enchaîner sur tous les chapitres de prépa et donner les clés à tout le monde de réussir. Et je pense que c'était ça la force, et donc c'est aussi un peu, je trouve ça dommage qu'on délaisse un peu les maths, parce que je me dis que finalement, ou même qu'on dise t'as pas fait de maths, tu peux pas aller en prépa. Parce qu'en quelque sorte, dans mon lycée à Jean-Baptiste Corot, on prenait vraiment les bases où peu importe ton niveau, si toi tu as envie de réussir, tu as envie de te donner les moyens, tu sais pas sur le côté quoi. Voilà. Si tu es prêt à écouter les conseils qu'on te donne, en fait tu peux atteindre des sommets. Et je reprends l'exemple de mon meilleur ami, il a eu, je sais pas, même pas 11 au bac, mais il avait tellement envie de réussir, il était tellement prêt à écouter, à se remettre en question, à progresser, qu'il a eu, il a eu les decks et il a eu, je crois, 13,8 à HEC au bout de 2 ans. Donc c'était un peu l'élève insouciant. Ouais, c'est dingue, quoi. Ouais, l'élève insouciant où j'ai juste envie de réussir, je suis hyper intéressé par ce que je fais. Et avec les efforts mis bout à bout, il a pu avoir les decks. Non, mais c'est ça. En fait, t'as les grosses prépas qui, en fait, forment une élite qui est déjà... c'est comme ça, hein, dans beaucoup de pays, malheureusement. T'as une reproduction des élites. Hein. Et dans les faits, oui, les très grosses prépas... Et encore, même dans les très grosses prépas, justement, ils s'attachent de plus en plus à prendre des élèves qui sortent, entre guillemets, un peu nulle part. Mais oui, t'as ce côté, je reproduis une certaine élite, mais t'as quand même aussi la réalité de la prépa, mais que personne ne connaît, tu vois. C'est pour ça que c'est bien aussi que tu témoignes, qui est, en fait, ça change des destins. T'as vraiment des mecs qui sortent de nulle part, qui se retrouvent... Alors, à HEC, ça arrive de temps en temps, mais déjà... tu finis dans une top 10 école de commerce, même top 15, même top 20. Déjà, t'intègres une école. Et sachant qu'en plus, il y a plus de places au concours que de... Non, c'est l'inverse. Il y a plus de places dans les écoles que d'étudiants qui passent les concours. Donc en fait, ça veut dire qu'en théorie, tout le monde va avoir une école, puisque du coup, le concours vise juste à hiérarchiser en fait, les performances des étudiants. Mais ça change ta vie. C'est ça. Et ça, c'est un truc qui est tellement méconnu. En vrai, c'est flippant, quoi. Mais bon. Et pour le coup, déjà, ça donne des opportunités de vie différentes. Et même, je sais que même à Corot, par exemple, notre professeur d'économie, qui était notre professeur principal, il nous faisait quelque chose que même en prépa privée, j'avais du mal à retrouver. Il nous faisait des entretiens, des oraux, qu'il organisait lui-même, avec les parents d'élèves, avec tout le monde pouvait venir et aider les anciens élèves qui étaient en école. C'était 2 fois par an, c'était le samedi, donc on avait, 4 entretiens 2 fois par an. Et donc c'était fait en plus de la prépa, c'était une initiative de le samedi. Donc c'était vraiment t'as une dévotion des mecs vraiment. Qui sont là. Ouais. Et pareil pour tous les professeurs, pour le coup, c'était des professeurs qui valaient n'importe quel autre professeur, même dans le privé, où ils étaient extrêmement bons dans leur domaine. Et donc je trouve ça dommage un peu que les élèves se détournent de la prépa, ou même qu'on donne pas assez de lumière à la prépa, parce que pour le coup ça c'est terrible. Moi j'en connais plein des comme ça, tu as des profs qui viennent de ces prépas de proximité là qui sont menacés, et tu dis les gars, ils ont une telle dévotion, ils changent chaque année 20-30 destins, et en fait on leur dit en fait t'es mignon, mais il n'y a plus assez de personnes dans ta prépa. Pour le coup c'est un sujet sur lequel on est évidemment très, très attentif, et on essaie de faire de notre mieux à notre petite échelle de major prépa pour éviter ces fermetures. Mais c'est vrai que c'est quand même flippant pour les personnes que ça concerne, même pour la France de manière générale, tu vois. On peut pas se plaindre qu'il y ait un immobilisme social d'un côté, et de l'autre pas donner la chance à ces établissements-là de faire ce qu'ils font très très bien depuis maintenant des années, avec des profils comme les tiens, quoi. Exactement. Et surtout que ça, c'est pourquoi on connaît par exemple Polytechnique ou HEC, c'est parce que c'est les prépas qui ont fait, en quelque sorte, mais c'est les prépas, ceux qui sont passés par la prépa, qui ont fait la renommée de l'école, où on se dit, quelqu'un qui sort d'HEC a fait prépa, c'est quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui a une bonne capacité de travail, qui sait réfléchir. Et en fait, c'est aujourd'hui, toutes les écoles de commerce profitent de toutes les personnes qui vont en prépa, pour ensuite ouvrir à tout le monde. C'est aussi bien d'ouvrir, mais il ne faut pas oublier non plus. Oui, c'est vrai, ça reste la tête de proue, le programme grande école, et en particulier le recrutement par les prépas. Exactement. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est aussi important. C'est clair. Donc, 2 ans de prépa un peu chaotique, en tout cas tumultueuse, on va dire. T'arrives au concours, c'est quoi tes ambitions, comment ça se passe Les concours, en fait, là, il y a un peu...
durant toute l'année, on va dire, on est dans le rythme de prépa. On se rend pas trop compte des concours. Même pendant les 2 ans, on se rend pas trop compte des concours. Même si on a des concours blancs, on n'est pas le jour J face à notre feuille. Et moi, il y a un peu mes démons du passé qui réapparaissent au moment des concours où j'ai vraiment peur d'échouer. J'ai une phobie d'échouer. J'ai vraiment peur d'échouer. Et ça me fige. Je me souviens très bien sur certaines épreuves où ça me bloque totalement, où j'arrive pas du tout à utiliser toutes mes capacités parce que j'ai une peur d'échouer. Donc je vais dans les caricatures des élèves où je répète mon cours, où je répète pas ce que j'ai appris, où j'utilise pas mes meilleures capacités. Et donc j'étais assez déçu de ces concours de pas être de pas être dans un meilleur état d'esprit. Ouais, ça t'a un peu tétanisé, quoi. Exactement. Tétanisé, ou même j'étais pas prêt vraiment à me donner à fond, à être vraiment avoir envie de réussir à fond parce que j'avais peur de l'échec. Et donc, je sais que j'avais obtenu, je crois, Neoma à l'écrit, donc j'étais admissible à Neoma. Après, admissible au reste des écoles, Cage, Rennes. Donc ça, c'est sur la banque Écricom, du coup. Exactement. Mais sur la banque BCE, je crois que je me souviens pas d'être pris quelque part, enfin admissible quelque part. Et après, à la suite des oraux, parce que j'ai passé les oraux de Neoma, j'étais pas admis. Et donc, dans tous les cas, moi, j'avais en tête j'avais pas fini ma prépa. Moi, c'était pendant 2 ans, j'avais juste, on va dire, récupéré mon niveau. Ouais, t'as l'impression de faire une prépa à la prépa, quoi. Exactement. Moi, c'était simplement, j'avais fait 2 ans où j'avais pas du tout le niveau et j'avais juste les outils pour commencer, on va dire. Après, c'est pas mal. En vrai, admissible Neoma, c'est propre, tu vois. Exact, ouais. Après, j'avais pas été admis, donc j'avais pas. Oui, vraiment, certes, mais à l'écrit, bon. Oui, t'as c'est quand déjà même, très bien. Exact. Et donc, à la suite de ces concours, j'avais une seule idée en tête, c'était je veux remettre ça. Et du coup, t'as vraiment remis ça. Vraiment, j'ai vraiment remis ça et je me suis dit, ah ouais, non, je peux pas rester là. Même moi, j'étais frustré de me dire, même si j'ai Neoma, je sais que je peux faire plus. Ou j'étais peut-être inconscient de me dire que je pouvais faire plus, mais j'avais tellement envie de faire mieux. Ouais, c'était même pas tant une question d'école ou de barre de l'admissibilité, c'était j'en ai encore dans le ventre, quoi. Et vraiment. Et j'avais envie de me dire, je vais tout tenter. Là, on me donne. En plus, j'avais regardé un peu les règles, je sais qu'on pouvait passer 3 fois les concours. Ah oui, t'étais déjà un peu en mode je vais bicarrer, quoi. Bah, même pas, mais j'étais prêt à me dire, en fait, mon objectif, moi, c'est d'aller au bout de moi-même. C'était un peu aussi une école, c'est un peu l'école la prépa qui m'a éduqué parce que je me suis dit, je veux aller au bout de moi-même. Une école de la vie, quoi. Voilà. Plus qu'une école d'économie, de Exactement. Ouais. Je veux vraiment toucher mes limites, savoir de quoi je suis capable et s'il faut faire plusieurs années de prépa, je suis prêt à les faire. L'objectif, c'est vraiment que moi j'en sorte élevé, éduqué, que je sois fier de moi. Et donc, à la sortie des concours, j'étais plutôt content et satisfait de me dire ok, t'as eu Neoma, t'as pas non plus 0 école, donc t'es capable de quelque chose, mais t'as pas encore fini ton projet ici. Et je suis reparti sur une autre année, avec en tête, pareil, le même état d'esprit, tu te donnes à fond. Et à chaque année, en fait, j'essayais de me dire, remets-toi en question, fais le bilan un peu de tes méthodes de travail, de ton état d'esprit pour essayer être plus productif, avoir de meilleures manières de travailler, pour essayer de réussir beaucoup mieux. Ok, donc ouais, bon, t'étais déjà sûr de QB, quoi, en quelque sorte. Donc tu choisis de QB, mais du coup pas dans ta prépa. Exactement. J'avais écouté beaucoup d'autres élèves, on m'avait conseillé c'est bien aussi d'aller dans d'autres prépas pour avoir aussi des professeurs différents, des méthodes de travail différentes, peut-être qui correspondent mieux, d'avoir un environnement aussi différent. Ça peut aider à casser ce rythme de prépa où en fait tu passes 3 ans dans le même endroit où c'est peut-être un peu déprimant. J'ai été pris même pas par Parcoursup. Et comment ça se passe quand tu veux changer de prépa Moi, ça s'est passé, j'en avais parlé avec mon professeur d'économie et il m'avait dit, je crois qu'il m'avait transmis le numéro du professeur principal au lycée Parc de Villegénis, en ECE également, et j'avais été accepté par message. Je crois. Ah oui, c'était vraiment à l'arrache, quoi. Ouais, je crois que c'était par message, mais les cubes, c'est aussi particulier quand on est en prépa publique, surtout les prépas de banlieue, où finalement je lui avais envoyé un message, je lui avais présenté qui j'étais, et il m'avait dit on veut bien t'accueillir dans notre prépa, et je crois que j'avais fait des démarches administratives, mais ça a été fait directement, je crois, sans Parcoursup, si je me trompe pas. Ok, ah oui, donc c'était vraiment ok. Bon, donc tu te retrouves à Massy, du coup, c'est ça, hein? À Massy, tout à fait, ouais. Ok, et alors cette année de cube? Et nouvelle classe, et nouveau professeur, et cette année-là, c'était aussi l'année du Covid. C'est là qu'a commencé à apparaître le Covid. Et donc les 6 premiers mois, tout roule en quelque sorte. Enfin, je sais que le premier concours blanc, j'étais, je crois, 4e. Donc devant moi, il y avait aussi des... Ouais, c'était une meilleure prépa que celle que tu avais, ou pareil, ou...
Je crois que dans les classements, elle est un peu meilleure, mais c'est le même type de prépa. Mais par exemple, le meilleur de la classe, il intégrait quoi? Ça dépend des années, mais je crois que, peut-être top 5. Je sais que j'ai eu les secs, les decks, mais il y en avait peut-être un ou deux. Ok. Mais c'était pas la norme, mais ça pouvait, sur un malentendu. Peut-être les 5 premiers, ils avaient peut-être un top 5 et encore, pas tous les ans. Et donc c'était vraiment prépa de banlieue où il y en a 3-4 qui peuvent sortir avec une top école. Okay. Mais sinon, la norme, c'était, je sais pas, un peu schéma, Néoma, ce genre d'école. Ouais, quand même top 10, mais voilà. Exactement. Et j'arrive dans la prépa et je me souviens très bien, premier concours blanc. Donc moi, j'étais un peu confiant de me dire, je suis cube, c'est bon, je suis un peu au-dessus. Enfin, j'ai mon niveau. Et je tombe 4e. Et face à ça, je me suis dit, mais en fait... Là, redescends un peu, t'es cube, ok, mais t'as encore du chemin. Et donc, l'année, elle s'est plutôt bien passée. J'ai donné le maximum, encore une fois. Après, moi, j'allais de moins en moins en cours parce que j'avais déjà fait le programme. Donc, j'ai essayé de travailler de mon côté. Déjà, il y avait eu le Covid quand même, du coup, la moitié, c'est ça? Durant la première moitié, ça allait. La deuxième moitié, c'est là que le Covid a commencé à apparaître, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, janvier-février, où c'est vraiment parti en vrille, ouais. Et là, ça a été très, très compliqué. Parce que nous, on est moi, ça faisait 2 ans et demi que j'étais en prépa, où j'ai l'habitude de venir en présentiel et d'avoir un rythme de travail où en fait, je suis jamais séparé des autres. Et en plus, moi, j'ai un peu j'ai une personnalité extravertie où j'ai besoin aussi d'être entouré des autres pour me sentir bien. Et là, en fait, on part c'était le premier confinement et où là, très, très, très compliqué. Parce que faut réussir à travailler chez soi, faut réussir à trouver la motivation, à pas tomber dans la déprime. Et moi, c'était très très compliqué cette période-là. Ouais, mais moi, mon frère, il était en prépa à ce moment-là, enfin en prépa MP, lui. Je sais pas comment il faisait. Hein. En fait, tu te tapes des cours. Enfin, déjà, les cours en visio quand t'es en école, c'est relou. Mais alors là, t'as cours de maths pendant 4 heures. Dans ton petit ordi, enfin, devant ton ordi, dans ta petite chambre un peu étriquée, là. Franchement, dur, hein. Ouais, non, c'était vraiment compliqué. T'avais un bon environnement quand même de travail? J'étais chez ma mère. Pour le coup, oui. J'étais à la maison, donc tout se passait très bien. J'avais un bureau, j'avais une chambre, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais pour le coup, c'est plus le fait de pas avoir anticipé ça et de me dire que je suis dans l'année. J'avais encore peur énormément de l'échec. Et je me dis, je suis dans l'année de ma vie. J'ai fait 3 ans de prépa. Il y a ça qui tombe. En plus, il commençait à parler de... Il va pas y avoir d'euros. Parce que... Et oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc tout ça s'accumule et moi au lieu d'avoir un état d'esprit de prends ça en compte dans ton paramètre de réussite, j'avais pas du tout pris ça en compte et ça m'a mis un peu un coup sur la nuque. Et du coup j'ai pas trop été dans les meilleures dispositions à cause de ça pour réussir les concours. Mais après tous les élèves étaient dans la même situation donc c'est aussi moi qui a peut-être mal géré le... Oui c'est ça, mais bon ça, évidemment ça a rebattu les cartes, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas d'euros, tu supportes plus ou moins bien la pression, les préparations étaient un peu inégales, Exact. Ouais. Après, puis, vous avez eu 6 semaines de révision ou un truc comme ça. C'était, je sais plus, mais c'était. Je crois que ça a été bien décalé à plus tard. Donc en fait, je me souviens pendant un moment, on savait pas tellement quand est-ce qu'on allait commencer les concours parce qu'ils pouvaient pas les commencer. C'était vraiment chelou. C'était tellement anxiogène. Je me rappelle très bien. Évidemment, mais. Et donc je me souviens, on avait, fallait se préparer, je sais pas pour une date lambda, le 20, je sais plus, c'est le 20 mars peut-être. Et plutôt avril, mais ouais. et on avait décalé, je crois, d'1 mois. Et en fait, à chaque fois, ils disaient on met une date future, mais on ne sait pas si on va la tenir. Donc nous aussi, on était hyper stressés. Mais finalement, je crois qu'à la fin de cette année, j'étais arrivé, je crois, j'avais même pas été admis parce que j'étais directement admis. Il n'y avait pas d'euro, donc directement admis. Même pas admis à Grenoble. J'étais à 6 places d'être admis à Grenoble. Pas de schéma. Et après, j'ai même pas regardé le reste. Je me souviens même plus. Et Néoma, par exemple. J'ai vraiment. Tu sais même pas? En fait, j'étais la désillusion parce qu'au bout de 3 ans, je pensais que j'avais réussi mes concours. Je pensais que j'allais être meilleur. Et parce que le dernier concours blanc, je crois que j'avais obtenu 13 de moyenne. Mais tu t'es pris une grosse tôle dans une matière ou même, je pense que c'est le concours totalement, j'étais un peu en décalage avec la réalité. Je me suis vraiment pris une désillusion de me dire tu crois que tu as tel niveau, mais en fait ton niveau il a des kilomètres de. Ah ouais, donc dur après 3 ans de prépa et tout. Ouais. Parce que dans ma prépa au parc de Villegénis, j'avais fini le dernier concours blanc avec 13 premiers de la classe. Et j'arrive au concours et j'ai même pas Grenoble, j'ai même pas schéma, j'ai pas Néoma, j'ai rien. J'ai vraiment fait oublier ça, je sais même plus ce que j'ai eu. Mais en gros, j'étais en mode désillusion par rapport à tes objectifs qui, toi, tu vas en top 5. Ouais, donc t'étais tellement deg que tu t'es dit, allez, ça dégage quoi. Et là, situation très compliquée parce qu'en fait, au bout de 3 ans de prépa, je fais quoi ?
Et on m'avait conseillé un peu de... T'étais admis dans une école quand même. T'aurais pu. Je sais même pas. Pour le coup, je sais même pas parce que j'avais quand même limité mon nombre d'écoles, mais je m'étais pas inscrit à tout. Ok. Donc je sais même pas si j'étais admis dans une école. Franchement, sur ce coup-là, j'ai vraiment fait un... Ouais, un blackout quoi. Presque. Exactement. Ouais. Mais on m'avait conseillé après de faire des concours parallèles, d'aller à la fac et de passer je crois que c'est le Taj-Maj. Ouais, en AST quoi. Exactement. Un l'émission street. Ouais. Mais moi, c'était vraiment, je pouvais pas, même si j'étais admis dans une bonne école après ça, je pouvais pas en finir et me dire que tu passes par la petite porte parce que la grande porte a été fermée trop de fois. Quoi. Tu voulais passer par la prépa. Quoi. Exactement. Je me suis dit autant refaire une année dans de bonnes conditions pour le coup, parce que le Covid c'était mieux géré, on pouvait aller en présentiel à l'école et tout. Je me suis dit, fais une dernière année. Et j'avais justement un ami d'enfance, Julien, qui avait fait 4 ans de prépa. Donc je me souviens de lui en avoir... lui, il avait fait 4 ans de prépa. C'est rare, hein, je pense. Des bicarrés par an, je saurais même pas dire. Ouais, peut-être 20. Je sais pas. Bah après, dans les prépas privées, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a un peu plus dans les prépas privées. C'est vrai que mais c'est un peu underground, on sait pas trop. Machin, quoi. Et lui, il avait fait une dernière année de prépa dans une prépa publique, justement à Versailles. Je sais plus, c'était... Moi, La Bruyère. Non. Grand Champ, Auch. Auch, voilà. Ouais. Il avait fait sa dernière année à Auch, en 4e année de prépa. Et pour le coup, il m'avait été de bons conseils. Il m'avait dit, finalement, tu as fait 3 ans. Si tu peux rentabiliser ta prépa en faisant une dernière année, ça peut être aussi bien. Et donc, j'ai décidé de la faire. Après, je me suis dit, j'étais accepté dans aucune prépa publique. Donc, on m'avait dit que clairement, 4 ans de prépa... Ouais, c'est chaud en général. À part si t'as un contact ou quoi, mais sinon, pas de prépa publique. Donc, j'ai été en prépa privée. Du coup, à prépa Commercia dans le 16e. Et donc là, j'étais dans une classe de cube. Et tu t'es pas dit candidat libre ? Non. Ah non, candidat libre, non, jamais. J'ai un ami aussi qui a fait candidat libre, il a rien eu. Non, candidat libre, c'est hyper compliqué. C'est bourbier. Timour, c'est ce qu'il a fait. Mais bon, Timour, c'est celui que j'ai reçu dans Parole de prépa, là, tu sais, que t'avais regardé. D'ailleurs, c'est lui qui t'a donné envie, entre guillemets, de nous contacter, je crois. Ouais, un peu inspirant aussi. Je me suis dit, 4 ans de prépa, il n'y en a pas tous les jours, et je pense que c'est aussi important de partager son parcours. Et non, candidat libre, très très compliqué. Moi, j'ai vraiment besoin d'être entouré, de me dire que je vais au même rythme que les autres, que je suis pas perdu tout seul, je suis pas livré à moi-même en quelque sorte. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est bourbier, je sais pas comment il a fait. Voilà. Mais... Okay. Donc c'est très compliqué. Et non, prépa Commercia et avec des classes de cube. Donc ça, c'était plutôt bien de me dire, ils sont pas en bicarré non plus, ils sont pas comme moi, mais ils sont en cube, donc je suis pas. Je suis également avec des gens qui retentent leur chance une nouvelle fois. Qui ont déjà fait le programme, machin. Exactement. Ouais. Donc c'est aussi des cours adaptés où justement on refait pas tout le programme, on va adapter les cours. Et ok, et du coup tu sens que tu as progressé. Enfin, quelle a été la différence entre cette année de bicarré et cette année de cube finalement ? Je pense mon état d'esprit, parce que là je me suis dit, parce que vu que j'avais subi une grosse désillusion, je me suis dit tu peux pas continuer comme ça. Enfin, ton état d'esprit, tu as peur de l'échec. Face au concours, t'as peur de l'échec et en fait t'es plus dans les meilleures dispositions pour utiliser toutes tes capacités, donc en fait t'échoues quoi qu'il arrive. Et vu que j'ai peur de l'échec, il y a un peu une prophétie autoréalisatrice où t'as peur de quelque chose, tu te comportes comme ouais, bien sûr, mais tu penses que c'était un peu syndrome de l'imposteur en mode je viens pas du bon milieu entre guillemets et non, donc, même pas. Non, c'était vraiment, c'est très personnel. J'avais tellement besoin de reconnaissance que échouer, ça allait mettre à zéro justement mon besoin de reconnaissance, et j'avais peur de ça. Mais je sais qu'il y a un truc tout bête, c'était un livre de Charles Pépin, Les Vertus de l'échec, qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai relu vraiment 10 fois cet été-là, où il donne les clés justement pour réinterpréter l'échec et d'en faire une force. Et c'est un peu là que j'ai venu un peu aussi vraiment à confirmer ma résilience, de me dire mais vois ton échec comme aussi ton parcours à toi. Ta manière à toi de réussir. Si toi, tu as besoin d'échouer plus que les autres, échoue plus que les autres. Mais tant que tu es aligné avec tes valeurs et avec tes objectifs, tout va bien. Okay, il faut avoir une certaine force de caractère et de recul en fait, pour se dire ça. Et pour le coup, en lisant ce livre-là, je me suis posé les questions. Je suis vraiment aligné avec moi-même. J'ai vraiment envie d'aller au bout de la prépa. Et pour le coup, me remettre totalement en question, faire un travail sur ma peur de l'échec. Sur mon état d'esprit, sur aussi le fait peut-être de plus m'ouvrir l'esprit pour écouter plus les recommandations des autres, demander plus de conseils aux autres, et clairement c'est ce que j'ai essayé de mettre en place en 4e année, où je demandais à tout le monde, les meilleurs élèves, tout le monde leurs copies, leurs conseils, essayer aussi de m'entourer beaucoup plus, parce que avec ma peur de l'échec aussi j'avais tendance à m'isoler. T'as tendance un peu à... Ouais, bien sûr.
Et je sais que ça peut... Parce qu'en fait, on a tellement... Moi, j'ai de l'attente envers moi-même, mais les gens qui me connaissent ont aussi de l'attente et ils vont demander, bah alors, t'as obtenu quoi t'en es où dans tes études? Et moi, j'avais une grosse pression, donc j'avais tendance à m'isoler. Alors que pour le coup, les autres, c'est aussi la solution de ne pas te sentir seul, d'avoir du soutien. Et, euh, et surtout que bah, j'ai pas vraiment d'exemple dans ma famille qui est des gens qui ont fait prépa et quand tu fais 4 ans de prépa, tu es le seul à prendre la décision, il n'y a pas d'autre c'est exemple. clair. Et Mais je pense qu'il y a un côté un peu irrationnel parce que en fait, quand tes proches ont le sentiment que ok, tu t'es donné à fond, bah, même si t'as pas eu la meilleure école, ils vont se dire ok, bah, il a réussi dans le sens où il s'est donné à fond, il a plus ou moins bien réussi les concours, il a les allées à des concours, mais c'est une réussite en soi, tu vois. Et surtout, a fortiori, si tu viens d'une famille pour qui HEC, Schema, Neoma, Audencia, etc., c'est un peu du pareil au même parce qu'ils savent pas trop ce que c'est. Exactement. Bah, c'est ça, c'est pour ça que c'était vraiment un défi personnel et que les gens avaient du mal à comprendre autour de moi. Pour le coup, ils étaient pas malveillants ou ils n'étaient pas à me tirer dessus ou quoi, mais ils étaient vraiment, on sait pas ce que c'est. Et pour le coup, c'était vraiment un chemin personnel où j'ai essayé de leur expliquer que finalement, c'est comme ça que moi je vais être heureux, c'est comme ça que je vais essayer de me rapprocher de qui je suis. Et tant que je suis aligné avec qui je suis et mes valeurs et que je vais au bout de mon objectif, bah, j'aurai réussi. Et moi, j'avais vraiment cette phrase en tête de finalement, quoi qu'il arrive à la fin de cette 4e année de prépa, j'aurais été au bout et j'aurais été fier de me dire que j'ai tout tenté pour réussir. Peu importe le résultat, tant que je tente tout, j'aurai aucun regret dans ma vie. Et donc, je suis parti vraiment en 4e année de prépa avec cet état d'esprit. Okay. Et là, du coup, pour les concours, tu as pris peut-être un peu moins... Enfin, c'est une question, du coup, mais moi, à ta place, j'aurais pas pris autant de risques, j'aurais présenté beaucoup plus d'écoles, parce que là, tu savais que c'était la dernière fois. Et pour le coup, non. Ok. Ça, je pense que c'était inconscient, mais... non, mais pour le coup, quand même, j'avais... parce qu'en fait, pendant l'année de Cube... du coup, c'était directement, il n'y avait pas d'oraux, donc la barre d'admissibilité, elle était plus stricte, je crois, ou peut-être. Oui, en gros, il y avait pas les cartes n'étaient pas rebattues à l'admission, quoi. Voilà. Donc ça veut pas forcément dire que à l'écrit c'était plus difficile, mais ça veut dire que du coup il y avait une primauté donnée à ceux qui étaient plus à l'aise à l'écrit. Donc oui, la barre du coup de fait était un peu plus élevée, quoi. Voilà, exact. Là, je crois que j'ai regardé les barres et tout, et au fur et à mesure de l'année, j'avais avisé, mais je m'étais dit clairement, les écrits comme. Parce qu'en plus, c'est écrit comme il y a d'autres écoles qui étaient rentrées. Je crois Rennes aussi était rentrée. Ouais, Strasbourg. Et Strasbourg, voilà. Donc je me suis dit, je sais que je pourrais avoir au moins une école d'écrit com. Donc j'avais pris écrit com. Donc ça rajoutait aussi 2 écoles naturellement. Okay. Donc je me suis dit, après en dessous quand même, je crois que c'est 8 de moyenne, des trucs comme ça. Ça dépend à la BCE ou à écrit com par exemple pour Montpellier, des trucs ouais, alors Montpellier, je crois qu'ils sont rentrés l'année d'après, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, les barres, je sais pas exactement en tête, mais oui, c'est dans ces eaux-là. Voilà. De toute façon, même ça dépend après qui t'a présenté à la BCE, mais au-delà du top 10, en général, c'est en dessous de la moyenne pour avoir l'école. J'avais présenté, on va dire, le top 10 avec écrit com. Donc, ouais. Donc voilà, tu te dis, ok, j'ai au moins 8-9, c'est ok. Exactement. Et avec ça en tête. Et pour le coup, après, quand j'étais en prépa privée, les notes étaient totalement différentes. Donc, j'avais aussi... je me reposais beaucoup de mes anciens concours. Je sais quelles notes j'ai eues au concours dans telle matière, dans telle épreuve. Et donc, je peux avoir une idée de moi-même. Parce que quand j'arrive en prépa privée, les notes, c'est très... Enfin, comme dans les meilleures prépas publiques, c'est très, très sévère. C'est très dur. Et c'est limite provocateur pour que tu donnes le meilleur de toi-même. Ok. Ah oui, ils te saquaient de malade, quoi. Ils étaient pas forcément saqués parce que pour le coup, il y avait un vrai accompagnement de je te mets une mauvaise note, mais je vais t'expliquer, je vais te faire une dissertation. Pourquoi ça vaut 5 voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, on va vraiment faire une dissertation parce que pour le coup, vu qu'on était une classe de cube, ils prenaient vraiment le temps de vous avez tous eu des mauvaises notes, on va faire l'art dissertation, je vais vous montrer comment il faut faire. Et un vrai accompagnement méthodologique. Et c'est peut-être ce qui me manquait aussi, le fait d'avoir vraiment pour chaque matière des méthodes vraiment à appliquer, des méthodes clés en main pour pouvoir vraiment éviter de partir n'importe où le jour du concours. Et pour le coup, ça c'était top. Ok. Et donc du coup, ces concours se passent plutôt bien cette fois-ci, puisque tu finis admis à l'EDEC. Alors t'es passé loin des Parisiennes, t'étais content, pas content c'est vrai. Quand je finis les écrits, j'étais plutôt satisfait de moi, mais j'étais très 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 humble. J'avais vraiment un état d'esprit différent où j'avais plus peur de l'échec, j'étais vraiment bien avec moi-même. Plutôt très humble vis-à-vis des concours parce que je savais ce que ça m'avait réservé l'année d'avant. Mais pour le coup, j'étais plutôt content de mes résultats. Déçu de ne pas avoir eu des Parisiennes, évidemment, parce que j'avais peut-être 13,50 des... Ouais, pas trop loin de l'ESCP. Voilà. Ça, quoi. Donc on se dit 0,5. On sait que 0,5 en prépa, c'est énorme sur bien ces sûr. écoles. Après, barre d'HEC à 14, 10.
Voilà. barre de l'SCP, je sais plus exactement, mais c'est dans les 13,5. Donc, Ouais, là, mais bon, j'étais passé à pas très loin, mais clairement, je les avais pas eu. Mais EDEC et EM Lyon, j'avais eu. Et après, toutes les autres écoles que j'avais passées. Donc, plutôt très, très content d'être soulagé de me dire, quoi qu'il arrive, soit EDEC, soit EM Lyon, soit une autre école. Donc, j'avais vraiment le choix aux oraux. ouais, tu as dit top 10 assuré, machin. Exactement. Ok. Et pour le coup, après, j'ai vraiment fait pour les oraux crescendo, c'est-à-dire j'ai passé 6 oraux. J'ai vraiment assuré le coup, j'allais partout, je m'intéressais Ça fait vraiment un au vrai Tour de programme. France, quoi. Ouais, voilà, Ok. je m'intéressais vraiment au programme de chaque école. Je me suis dit, de toute façon, là, t'as plus le choix. Là, t'as tes écoles, c'est là où tu vas aller. Donc, maximise tes chances de. Et tu assurer disais une aux école. oraux que t'étais bicarré ou pas? Bah, en vrai, oui. Je disais que j'étais bicarré. À l'entretien ou avec les admisseurs? Tout le monde, Ok. même en entretien. Parce que bah justement, en faisant les oraux à Coro, je me souviens d'une fois où en fait j'avais passé un entretien et je cachais que j'avais fait famille d'accueil, je cachais un peu mon parcours d'avant. Ouais, Je un voulais peu, avoir un peu atypique, on va dire. Exactement. Je présentais que la version parfaite de Jérôme où bah, je fais de l'athlétisme, je fais ça en prépa, je suis passionné par ça. Et en fait, j'avais une parent d'élève qui m'avait dit en fait, t'es le gendre parfait, mais enfin, on n'a pas pu Ouais, mais s'imposer, oui, c'est ça, nul. c'est random personne. Voilà, t'es ok. comme tout le monde. Ouais. Et je suis sorti de l'entretien, là je me suis dit, mais je me cacherai plus jamais. Et après tous mes autres entretiens, à l'oral, j'ai jamais eu en dessous de 15, Ouais. parce que je lâchais tout. Et en fait, quand on sait d'où je viens, on se dit, ah oui, et on savoure plus l'élève lambda que je suis. Ouais, c'est sûr. Et, C'est vrai que moi, pour le coup, c'est bête, mais je trouve que le meilleur exercice quand tu t'entraînes pour un examen, un concours, c'est de se mettre à la place du correcteur. Enfin, c'est pas le seul truc qu'il faut faire, mais c'est quand même un très bon exercice. Et pour le coup, moi, j'ai fait beaucoup de. Enfin, je fais passer très régulièrement des entretiens de personnalité, soit blancs, soit même dans les écoles. Et en fait, il faut se rendre compte que tu fais passer 4 à 5 personnes sur une demi-journée, à peu près, c'est ça. Et en fait, bah, très vite, au bout d'un moment, tu t'en mêles, tu fais attends, c'est lui, il faisait quoi? Il faisait de la danse, ah non, il faisait du ping-pong, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, et en fait, donc, tu vois, quand il y a quelqu'un qui est un peu marquant, bah ouais, forcément, tu sors tout de suite du lot. Mais effectivement, ce qui est difficile avec ton parcours, c'est de pas rentrer dans l'espèce de pathos un peu, oh, regardez, moi, pauvre petit Jérôme, et de vraiment dire, bah ouais, ça m'a forgé et ça dit quelque chose de moi. C'est ça qui est dur. Exactement. Au début, je suis un peu tombé dans ce péché de en fait tirer un peu sur la corde et regardez, je suis un peu une victime de ce qui m'est arrivé et pour le coup au début je faisais ça mais inconsciemment parce qu'en fait c'était aussi dur pour moi d'en parler en public, mais une fois que je prenais le Jérôme que j'étais avant et le Jérôme que je suis maintenant, à l'époque, et je me disais mais en fait je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un qui veut se donner les moyens, qui a un bon état d'esprit et donc présente juste les faits et montre aussi que tu es quelqu'un qui est motivé, qui a envie d'apporter énormément de choses à l'école. Et dès que j'ai débloqué ça, de me dire qu'est-ce que toi tu peux apporter à l'école, est-ce qu'ils ont envie d'avoir un élève comme toi dans leur école, en fait ça changeait tout parce que je leur dis regardez d'où je viens et aujourd'hui je veux travailler pour vous, je veux me donner à fond pour votre école. Et ça changeait un peu tout parce que ils avaient tout en tête, ils se disaient ok c'est un élève marquant et en même temps bah, dans notre école il va apporter quelque chose. Ouais, c'est ça, en fait la question vraiment ultime dans l'entretien c'est est-ce que le jury à la fin se dit dans 3 ans, 4 ans, on sera fiers de le compter parmi nos alumni. C'est ça en fait la question. Exactement. Le reste, on s'en fout. Et c'est vrai que ouais, quand on a ça en tête, bah, en fait, notre oral, il se prépare en se disant présente-toi, ok, la meilleure version de toi-même, mais montre-nous qui t'es, montre-nous ce que tu as envie de faire, montre-nous que tu t'es vraiment intéressé à l'école, que le parcours à l'intérieur de l'école, tu te visualises dedans, même si tu vas dire n'importe quoi, je veux faire de l'entrepreneuriat, je veux faire ci, je veux faire ça. Oui, tu feras jamais ça en voilà, vrai. Mais, je pense qu'ils préfèrent limite des élèves qui se sont trop intéressés à l'école, qui se sont trop projetés, plutôt que des élèves qui arrivent, je sais pas trop ce que vous faites, c'est quoi votre spécialité, je sais pas vraiment. Je pense que c'est mieux de se projeter et de limite spéculer sur ce qu'on va faire en école et vraiment être motivé plutôt que l'inverse. Donc, ouais, carrément. On a dit vachement de choses. Peut-être 2-3 dernières questions rapidement. La première déjà, l'EDEC c'est comment? Parce que c'est la première fois qu'on reçoit un EDEC sur un parole de prépa, donc autant parler un peu de l'EDEC. Et particulièrement pour toi, est-ce que tu sens que tu es un élève un peu atypique, je mets des grosses guillemets, à l'EDEC, ou est-ce que tu t'es fondu dans la promo un peu random? Tout d'abord, première question pour l'EDEC. Moi, ce qui m'a vraiment plu tout d'abord à l'EDEC, c'est surtout le campus. Moi, je sais que j'avais eu T'es à Lille du coup? Je suis à Lille. Okay. Et j'avais pu comparer l'EM Lyon et l'EDEC. Et je sais que le campus, moi, il m'avait fait vraiment waouh. C'était la première fois que je voyais un campus un peu à l'américaine où tout est gigantesque, tout est merveilleux. Donc ça m'avait vraiment plu. Et après, l'EDEC, l'école en elle-même,
quand même, c'est un peu le même le témoignage que tous les élèves, quoi. C'est différent de la prépa. Faut interpréter vraiment l'école d'une manière différente. Je sais qu'en prépa, on a, en quelque sorte, par rapport à 100% de notre liberté, on a 90% de notre liberté qui est réduite à un cadre, à des heures de cours, à des cols, à des examens. Là, on nous laisse peut-être 80% de liberté. Et c'est à nous aussi de pouvoir utiliser cette liberté à bon escient. Donc j'ai vraiment essayé, moi, de suivre des programmes, des cours qui m'intéressaient, notamment de l'entrepreneuriat, où j'ai pu gagner un concours, un électif Startup Challenge au sein de l'EDEC, donc ça m'a beaucoup plu. J'ai pu aussi profiter de l'excellence en finance à l'EDEC, profiter également de l'environnement associatif, parce que je sais qu'à l'EDEC, c'est très organisé autour des associations. Nous, je sais que dans certaines écoles, ça existe où il faut élire une association, je sais plus comment ça s'appelle. Les listes, tu veux dire ? Voilà, les listes. Oui, c'était pas ton méga délire. Ouais, ça n'existe pas du tout. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. Vous avez un système très particulier. Exactement. Ouais. Nous, c'est y a un mois, on va dire, de recrutement où tu choisis ton asso et tu peux faire un doublon d'asso, tu peux faire 2 assos en même temps, mais il n'y a pas de liste et toutes les assos fonctionnent de cette manière-là. Okay. Donc après, faut aimer, c'est aussi une autre manière, une autre approche de l'école. Et c'est vrai que si on y retrouve son compte, c'est parfait. Mais c'est vrai qu'après, c'est très organisé asso, où les gens bougent au sein de l'EDEC entre assos. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est peut-être le campus, je pense, l'école où les assos sont les plus structurantes par rapport au reste. Ouais, c'est vrai. Après, ce qui est bien, c'est vu qu'on a des grosses associations, ça permet de faire des événements assez importants. Et il y a voilà, c'est assez stimulant de ce point de vue-là. Ok. Et du coup, toi, au milieu de tout ça moi, mon impression, tu veux dire ? Non, mais justement, la question, est-ce que tu es un élève lambda ou est-ce que le fait que tu n'aies pas forcément un parcours académique très linéaire, plus le fait que tu aies 2 ans de plus que la majorité des gens, est-ce que tu le ressens ou pas ? Je le ressens parce que moi, comme je dis, depuis cet oral, justement, je me cache plus vraiment. Enfin, quand je rencontre les gens, s'ils ont envie de savoir ce que je fais, tu viens de quelle prépa ? T'as fait combien de temps de prépa ? Alors laquelle ? Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis, moi, je dis directement, oui, j'ai fait 4 ans de prépa. La question qui vient après, c'est mais t'as changé de filière, t'as fait quoi ? Et après, souvent, une question simple devient une dissertation de 15 minutes. Sur ta life, ouais. Voilà, exactement. Mais du coup, tout le monde connaît un peu mon parcours et je suis un peu, je me sens un peu différent dans le sens où j'ai quand même 2 ans de plus que les autres. Et d'arriver à l'EDEC, ça m'a demandé quand même beaucoup de remise en question. Et je suis devenu un peu philosophe sur les bords dans le sens où ça demandait énormément d'implication de ma personne, de passer de lycée ZEP où je suis vraiment nul à 4 ans de prépa et j'en sors en fait un peu transformé avec 2 ans de plus que les élèves de ma génération. Donc je sens que je suis un peu différent, mais en quelque sorte, vu que j'essaye de faire en sorte de me fondre dans la foule, dans la promo, ça se passe très bien et puis les gens sont plutôt intéressés plus qu'autre chose par mon parcours. Ok. Et du coup, maintenant que tu as du recul rétrospectivement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ou... Je pense pas que je changerais quelque chose parce que je pense qu'on apprend chacun à sa manière. Et puis je pense que tous les échecs que j'ai pu subir ou toutes les difficultés que j'ai pu subir, ça a été aussi un moyen pour moi de comprendre des choses et de devenir meilleur, de progresser, de bifurquer, d'améliorer mon parcours. Donc je pense que je changerais rien. Après peut-être j'aurais aimé aussi être moins pas borné mais moins foncer tête baissée. J'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de recul sur mes situations pour prendre pourquoi pas de meilleures décisions. Mais pour le coup, si ça m'a amené à l'EDEC, je suis très content d'être à l'EDEC aujourd'hui. Et je pense qu'il y a encore plein de choses la vie me réserve encore plein de choses et je pense que je changerai rien parce que chaque échec m'ont permis aussi de réussir et c'est surtout ce que je retiens. Ouais, en tout cas, tu te fais pas des nœuds au cerveau à genre dû faire ci, faire ça. Voilà. Non, après c'est vrai que 4 ans, j'ai eu le temps d'y réfléchir parce qu'à chaque fois, il y a 1000 options qui se proposent à moi et c'était surtout ça qui était difficile de se dire au bout d'un moment, au bout de 3 ans de prépa, les options, c'est toi qui les décides. Enfin, j'avais plus d'exemples devant moi de personnes qui avaient fait 4 ans. Donc c'était vraiment moi qui faisais mon chemin et à partir de ce moment-là ça demandait beaucoup de courage et j'avais beaucoup de pression vis-à-vis de ça, mais vu que j'étais à l'aise avec mon objectif et avec moi-même, finalement le chemin il se trace tout seul et tant que je suis en adéquation avec ça s'est plutôt bien passé. Et ce sera ma toute dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour les 3-4 années à venir ?
Je pense du bonheur, de la réussite. Après, je demande pas à la lune, mais je pense de pouvoir finir les decks dans les meilleures dispositions possibles, de pouvoir faire ce que je veux, d'être plutôt heureux, je pense. Après toutes ces années en prépa et d'études, de difficultés, je pense d'être heureux dans ce que je fais et d'être épanoui. Non, c'est tout ça alors. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi.